Hello, t'es sensée, maligne, talentueuse, forte, libre, ambitieuse, puissante. La parole RH. On ne vous la donne pas, vous la prenez. Le podcast 100% RH, 100% féminin de Laetitia Robert, cofondatrice de Fox RH. Bonjour à tous, c'est Laetitia. Bienvenue dans mon podcast 100% RH, 100% féminin. Avec nous, Lobna. Bonjour Lobna. Bonjour Laetitia. Comment vas-tu ? Bien, je suis ravie. En tout cas, merci de nous recevoir dans tes magnifiques locaux. Et pour démarrer, première question carrière. Moi, je suis une vraie généraliste de la fonction RH. Donc, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité. Donc, dans la restauration, j'ai travaillé dans le retail, dans les cosmétiques, dans la tech, plus récemment dans l'innovation. Et là, encore plus récemment, je viens de prendre un poste de DRH dans une grosse agence de pub. Donc, tu as une belle carrière en tant que DRH. Et pour toi, aujourd'hui, avec le recul que tu as, être une femme directrice des ressources humaines, c'est quoi ? Je crois que le poste de DRH est un poste de passionné. Et chaque DRH a sa coloration qui, je crois, vient de son parcours. Mais ce qui fait vraiment la différence entre un DRH et un autre, c'est pas tant que ce soit un homme ou une femme, c'est plus la personnalité, la sensibilité et les convictions qu'on va porter qui vont faire la différence. Très bien. Et pour toi, en tant que femme, penses-tu que c'est difficile d'accéder à la plus haute fonction des ressources humaines ? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'elle doit être aussi mise en perspective avec différents secteurs d'activité. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des secteurs qui sont féminisés, le retail, les cosmétiques, donc accéder à des postes de DRH dans ces environnements-là est plutôt accessible aux femmes. Dans des milieux plus masculins, comme ça pourrait être, la métallurgie, l'industrie, effectivement, c'est plus compliqué. Pour en revenir à cette notion de plafond de verre, ce que je dis souvent, c'est qu'on accuse les entreprises et les employeurs de nous discriminer. Mais je pense que l'un des premiers freins à l'évolution des femmes, ce sont les conjoints. Alors ça peut peut-être surprendre, mais les femmes qui arrivent à avoir des postes à responsabilité sont des femmes qui sont épaulées dans leur quotidien, sur la gestion quotidienne, sur les enfants, etc. Donc le choix du conjoint, il est important pour les choix de carrière et de vie. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis sur le sujet. D'ailleurs, j'avoue que j'avais pas vu cet aspect arriver, mais oui, effectivement, pour être directrice des ressources humaines, il faut avoir du temps à consacrer à son métier. Et c'est évidemment du temps qui doit être compensé sur le perso. Le perso. Ok, on pourra y revenir un petit peu plus tard dans le cadre du podcast, si tu veux bien. Mais pour rester sur cette idée de fonction de RH, est-ce que selon toi, le management au féminin, donc au global, mais surtout dans les ressources humaines, est-ce que ça existe ? C'est compliqué de répondre de façon binaire, oui ou non. J'en reviens toujours aux convictions qu'on porte, à la personnalité qu'on a, qui influe vraiment sur notre façon d'être ou pas directeur, mais aussi d'être ou pas manager. Je suis pas convaincue qu'un homme va être plus directif qu'une femme. Je suis pas convaincue qu'une femme va materner ses équipes. On a de plus en plus des questions de leadership, des questions de formation, d'accompagnement qui nous expliquent comment manager, accompagner, coacher. Et ça me paraît être assez universel en fait. Donc il y a un point de départ qui est individuel, lié à notre histoire, à chacun, que ce soit sur notre façon d'exercer le pouvoir ou de manager. Mais après, il y a aussi des basiques sur lesquels on se doit de se retrouver en fait. Exact. Donc manager au féminin, je crois pas. C'est vrai que le management a beaucoup changé aussi depuis, je dirais, une décennie, c'est sûr, mais je ne parle même pas d'il y a 40 ans. Là où les managers étaient de toute façon très souvent des hommes et très souvent parachutés suite à plusieurs années d'expérience au sein d'une même entreprise notamment. Aujourd'hui, les clés du management ont un petit peu changé. Et est-ce que dans cette lignée-là, tu dirais justement que auparavant, c'était un vrai challenge de parler de management au féminin parce que justement les femmes accédaient plus difficilement à des postes de manager. Est-ce que pour toi, ne serait-ce que la notion finalement de management au féminin existe encore aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit encore parler de ça ? Ou pour toi, est-ce que c'est plus d'actualité justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ?
Moi, je crois que la façon dont on manage aujourd'hui est clairement plus la même versus il y a 4, 5 ou 6 ans. Alors, c'est lié à plein de choses. C'est lié notamment à l'arrivée de ces nouvelles générations dans nos entreprises, où auparavant, il suffisait d'être chef ou manager pour être respecté, pour être écouté. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le leadership, si vous n'avez pas l'expertise, si vous n'avez pas la légitimité, ces équipes-là ne vous suivront pas, que vous soyez un homme ou une femme. Donc la question du sexe se pose moins, enfin du genre, se pose moins que la question de la légitimité. Et je pense que la légitimité, elle vient beaucoup de l'expertise. Donc vraiment, j'ai plutôt envie de décorréler ça des questions de genre et de sexe. Mais de plus corréler ça à ces questions d'expertise et de leadership. Ouais. Ok, j'aimerais qu'on arrive à la partie charge mentale. Je sais que c'est un sujet qui peut évoquer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie charge mentale, mais la question c'est de savoir, est-ce que c'est un tabou de parler de charge mentale en RH? Ça va être compliqué de répondre rapidement, mais de façon concise. Là, pour le coup, je pense que la charge mentale est une problématique féminine. Je pose le truc. Je crois qu'on a une façon de gérer notre quotidien qui est très différente de celle des hommes, déjà. Que ce soit dans notre quotidien ou dans notre vie professionnelle. Alors, la charge mentale chez les RH, elle est doublement compliquée parce qu'on nous attend sur tous les sujets techniques. Il faut maîtriser le droit du travail, la finance, le marketing. En même temps, il faut être humain, il faut être empathique, mais il faut être directif. On nous attend un peu sur tout. Robert qui rentre de 3 jours d'arrêt maladie, il faut penser à lui envoyer un petit message, à lui demander s'il va bien. Enfin, tous ces milliers de petites choses auxquelles il faut penser, en plus des gros sujets à gérer, fait que professionnellement, on a une charge mentale qui est importante. Et je parle même pas de la charge mentale à la maison, où il faut se dire que votre gamin qui a 5 ou 6 ans, sa paire de baskets commence à être fatiguée, il faut la changer, etc. Même si papa va les acheter, c'est vous qui gardez la charge mentale. Donc la charge mentale, elle est à 2 niveaux. La problématique qu'on a, nous, en tant que RH, c'est que longtemps, on a été considéré comme le pouls de l'entreprise. Le DRH qui arrive en mode pump it up, j'ai la banane, tout va bien, on se dit que l'entreprise va bien. Le jour où vous arrivez et vous êtes fatigué, vous êtes pas dans l'énergie, les gens se disent pas que vous avez un problème perso ou vous êtes juste fatigué. Ils se disent, ah, elle sait quelque chose que nous on sait pas et l'entreprise va mal. Donc on s'est auto-censuré et on a voulu nous considérer un peu comme des robots qui étions d'humeur égale, qui avions pas de saute d'humeur, etc. Sauf que comme tout le monde, voilà, sauf qu'on ne s'autorisait pas à exprimer nos émotions, nos contrariétés, de peur que ce soit interprété. Donc oui, la charge mentale est un vrai problème et je pense pour le coup, et là j'assume mon positionnement, la charge mentale est un problème principalement féminin. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Donc, merci beaucoup pour les mots et la tonalité que tu avais choisie est très très bien à mon sens. Donc, on a parlé de DRH au féminin, de management au féminin. Pour toi, qu'est-ce que le féminisme? C'est une bonne question. Le féminisme, je crois que c'est un combat, mais le terme me pose problème parce que souvent le féminisme, c'est le combat des femmes contre les hommes. Mais pour moi, le féminisme, c'est le combat des femmes avec les hommes. Et je pense que la bataille ne sera gagnée que si on embarque les hommes avec nous. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est important. Ok, très bien. Maintenant, si on doit aller encore un peu plus loin, penses-tu qu'il est possible de mêler aisément carrière au féminin et maternité? Waouh. Alors, je pense que aujourd'hui, on parle de plus en plus de la maternité, enfin de la parentalité au sens large, dans les entreprises. Il y a quelques années, si vous vouliez faire carrière, il fallait surtout parler de tout, sauf de vos enfants, qu'on considérait tout de suite comme un frein à responsabilité, évolution, etc. Je pense que carrière et maternité compatibles, mais c'est extrêmement difficile. Moi, je me bats contre ces femmes qui vous disent « Ah, il suffit de bien s'organiser ». Alors, je me bats contre ça parce qu'on est tellement tous interdépendants, que ce soit au travail, qu'à la maison et à la maison. Vous avez beau, vous, être organisé, s'il y a un maillon de la chaîne qui fait pas le job, qui est en retard, qui respecte pas une deadline, vous avez beau être organisé comme vous voulez, il se passera rien. Donc, l'organisation, oui, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir des relais, que ce soit au travail, donc avoir des équipes qui prennent le relais, à la maison, avoir un conjoint qui prend le relais,
Ça, c'est important d'être bien entouré. Après, ça demande, j'en reviens toujours à la charge mentale, ça demande une gymnastique intellectuelle qui est fatigante, mais qui n'est pas incompatible avec le fait d'avoir un job dans lequel on a des responsabilités. Si on le veut, on peut aussi avoir un job dans lequel il y a peu de responsabilités, mais c'est pas incompatible, c'est difficile. Faut être toutes les femmes qui travaillent, qui ont des enfants, ont un quotidien qui vraiment est pas facile. J'ai 2 enfants, donc je suis toujours très admirative de celles qui en ont 3 et 4. Mais voilà, et 2, c'est déjà vraiment pas mal. Mais aujourd'hui, le débat de la parentalité et de la maternité en entreprise, il est posé. Les entreprises qui ne tiendront plus compte de ces aspects-là de nos vies n'arriveront pas à recruter ni à fidéliser. Donc aujourd'hui, on peut dire, voilà, je veux un poste à responsabilité, j'ai des enfants, c'est compatible. Il y a 5 ou 10 ans, vous étiez quasi d'office exclus de ces postes-là. Cette question de parentalité est très naturelle pour les femmes parce qu'une femme se pose naturellement la question en règle générale. Maintenant, est-ce que pour un homme, cette question peut se poser ? Est-ce que, par exemple, dans le cadre d'un entretien d'embauche, même si c'est une question délicate, des fois, on sait que ça peut arriver sur le tapis quand ça concerne des femmes d'un certain âge, est-ce que, en entretien de recrutement par exemple, ou même lorsque un homme prend son poste à une fonction RH notamment, cette question peut lui être posée? Le point que tu soulevais sur les entretiens de recrutement, on sait tous que ces questions sont interdites. Malgré tout, on sait aussi qu'elles sont posées. Moi, ce qui me gêne, c'est pas tant qu'elles soient posées, c'est ce qu'on fait des réponses. Donc ça, c'est important. Effectivement, on considère encore aujourd'hui qu'une femme qui a des enfants va davantage être sollicitée sur la gestion domestique, sur un enfant qui est malade. On part du principe que c'est maman qui va rester à la maison. On considère aussi que maman va devoir partir à 17h pour aller récupérer les enfants. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, les tâches sont mieux réparties. Mais malgré tout, on posera plus la question à une candidate ou à une femme en poste de comment tu t'organises pour tes enfants qu'à un homme. Un homme, on va pas du tout naturellement lui poser la question parce qu'on va considérer que il a forcément un backup à la maison et que maman va gérer. Donc les choses bougent, c'est un peu cliché, mais malgré tout, on posera pas ces questions-là à un homme, non. Il y a encore des choses qui doivent avancer, on va dire. Alors la route est encore super longue pour arriver à quelque chose de plus équitable, de plus normalisé. Malgré tout, vraiment, depuis 3-4 ans, les choses sont posées. Il y a de plus en plus d'entreprises qui accompagnent les entreprises justement sur ces questions-là, du retour après le congé mat, les questions de parentalité, la sensibilisation des managers et des non-managers à toutes ces questions-là. Ce sont des choses qui prennent du temps parce que on parle de faire évoluer les mentalités, les organisations. Ça prend du temps, mais on n'a jamais été aussi bon sur ces sujets-là. Pas parce qu'on est bon aujourd'hui, mais parce que le constat est posé. Et là, on est en train de travailler tous sur comment résoudre cette problématique, comment résoudre les écarts. Et ça, c'est quand même une note positive sur laquelle il faut quand même mettre le doigt. Alors, je vais rebondir sur cette notion d'écart. Oui. Est-ce que tu sais qu'en 2021, les directrices des ressources humaines gagnent 18,84% de moins que les hommes, donc gagnent, mais finalement gagnent moins, mais elles perdent, voilà. Alors qu'ils vont avoir la même fonction. J'aimerais connaître ta réaction face à cette information. Alors, la bonne nouvelle, j'essaie toujours de regarder le verre à moitié plein, c'est que l'écart de 20% est le même sur toutes les femmes, que ce soit des postes de DRH ou sur les autres. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a plusieurs choses. On a longtemps considéré que le salaire des femmes était le salaire d'appoint dans le couple. Que en gros, monsieur gagnait de quoi subvenir aux besoins de la famille et que madame travaillait et pour s'occuper un petit peu, parce que changer les couches, voilà, c'est bien, mais ça suffit pas toujours, et que le salaire de madame était un salaire d'appoint. Or, on se rend compte aujourd'hui que non seulement un seul salaire ne suffit pas, et que les 2 salaires ne sont pas de trop. On oublie qu'aujourd'hui, les femmes, j'ai pas les pourcentages en tête, mais beaucoup de femmes gagnent beaucoup plus que leur conjoint.
Et c'était pas le cas il y a 10 ans. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. L'autre sujet, c'est que les femmes n'ont pas appris à négocier, elles n'ont pas appris à oser. D'ailleurs, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, qui est beaucoup plus présent chez les femmes que chez les hommes. On dit aussi, toutes les études nous disent qu'une femme ne répondra à une annonce que si elle check, je crois que c'est 70% des cases. Un homme, il lui suffit de 30% pour y aller. Et ils ont raison. Donc le problème, c'est pas le problème des hommes, c'est le problème des femmes qui nous n'osons pas. Donc il faut qu'on arrête avec ces croyances limitantes de ce poste n'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Et si jamais on daigne me l'accorder, je veux bien être payé moins cher en fait. Parce que c'est ça le mécanisme interne qui se passe dans nos petits cerveaux. Donc non, il faut se dire qu'on va faire le même job, il faut négocier de la même façon. Et moi je le vois, ça fait 20 ans que je bosse, ceux qui demandent de façon assez récurrente des revalorisations de salaire sont plus les hommes et pas forcément ceux qui sont pas bien payés, alors que les femmes osent moins. Toujours dans cette même idée, être une femme RH et ambitieuse, c'est possible? Moi j'ai un problème avec le mot carriériste et ambitieuse. Autant pour un homme ambitieux, un homme carriériste, ça vend du rêve. On a tous envie d'être avec un homme ambitieux, carriériste. Une femme ambitieuse et carriériste, ça sonne pas joli. Ça sonne égocentré, ça sonne voilà. Du coup, j'ai un peu de mal avec la terminologie, mais on a le droit d'avoir de l'ambition. Avec le côté positif que ça a. Le côté positif, c'est de grandir, de faire grandir, d'évoluer, d'accéder à plus haut, d'être la meilleure version de soi. Ça, pour moi, c'est de l'ambition. Et être une femme, faut qu'on arrête de s'auto-censurer sur ces sujets-là. On a le droit d'avoir de l'ambition, même si socialement, aujourd'hui, c'est mal perçu. Parce qu'on va considérer qu'une femme qui a de l'ambition professionnelle, ça va être au détriment de sa famille, de ses enfants et de son conjoint. Sauf qu'on peut être une femme avec de l'ambition, être en couple, avec des enfants et trouver un équilibre dans tout ça. C'est possible. C'est dur, mais c'est possible. Et il faut que socialement, on reconnaisse cette possibilité-là. Très bien. J'aimerais te poser une question. Quel est ton plus gros défi RH? Alors, mon défi en tant que DRH ou mon défi, en tant que DRH, je suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'interpelle, qui pour toi représente un défi, soit en termes de mise en place au sein de l'entreprise, par exemple, quelque chose qui te semble être important. Ça peut être des valeurs, ça peut être un sujet, donc on peut revenir sur tout ce qui concerne la parentalité ou un tout autre sujet, quelque chose dont tu aimerais voir bouger les lignes. Alors, un sujet qui pour moi est juste essentiel. J'essaye de donner de la visibilité à la fonction. Je suis très active sur les réseaux sociaux, mais aussi en interne. C'est hyper important pour moi que les gens, les équipes, savent ce qu'on fait. Donc, en RH, on a ce défaut de faire, mais pas de faire savoir. On a un vrai déficit de communication sur nos actions. Moi, je vois autour de moi, j'ai des copains, j'ai de la famille. Quand je leur demande, mais tu sais ce qu'elle fait ta DRH? Ils me disent, elle sert à rien, on ne sait pas ce qu'elle fait. Clairement, c'est ça. Je trouve ça important d'expliquer quelle est notre proposition de valeur, d'expliquer quelles sont nos missions, d'expliquer que notre position, c'est pas d'être le bras armé de la direction, comme ça l'a été longtemps, mais c'est plutôt d'être facilitateur en interne. C'est plutôt d'accompagner les équipes vers plus de plaisir au travail pour, in fine, aller plus loin en termes de performance d'entreprise. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, faire comprendre notre rôle pour lui redonner sa légitimité. Et pour conclure sur cette question, là encore, j'essaie de trouver toujours le côté positif. La crise du Covid a été un accélérateur de visibilité pour les DRH. On a enfin compris une partie du job, mais on a enfin compris que, waouh, sans les RH, ça aurait été compliqué. Merci Covid. C'est bien de voir toujours le côté positif. Mais effectivement, on a beaucoup aussi de témoignages de RH, qu'ils soient DRH ou même RRH, où ils ont senti un changement dans le rapport que peuvent avoir les collaborateurs vis-à-vis de leur fonction et l'utilité qu'ils peuvent avoir. Après, ça dépend évidemment du niveau de maturité des entreprises, mais voilà, il n'empêche que dans la grande majorité des cas, les RH ont bien senti une vague de positivité autour de leur métier, et c'est quand même assez agréable. Ouais, c'est vrai. Et ça a aussi permis autre chose, c'est de rentrer
plus en proximité que nos équipes. On est rentré dans leur intérieur, on a vu leurs enfants, leurs chats, C'est vrai. Voilà. Et ça a cassé une barrière qui, pour le coup, nous permet aujourd'hui d'aller encore plus loin. Vraiment. Donc, si tu devais pousser un coup de gueule, ce serait celui-là. Ouais, ce serait que les gens comprennent ce qu'on fait et qu'ils s'arrêtent de dire ma DRH, elle sert à rien. Parce que c'est pas parce que les salariés ne voient pas ce que fait leur DRH qu'elle sert à rien, mais surtout qu'ils aient la curiosité d'aller la voir, frapper à son bureau, tiens, explique-moi ce que tu fais, raconte-moi. Voilà, je pense que comprendre ce qu'on fait, c'est important. Parce qu'on le fait pour les salariés. Donc, je suis doublement frustrée quand les salariés ne voient pas ce qu'on fait pour eux, en fait. Et du coup, est-ce que tu communiques justement autour de ça pour les sensibiliser un petit peu à ton métier? Ouais, je le fais beaucoup. Alors déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt en externe. Mais là, dans ma dernière prise de poste, par exemple, j'ai organisé des points. Donc ce sont des réunions d'1 heure. Dans lesquels je veux rencontrer les salariés. Donc, s'inscrit qui veut. Ce sont des groupes de 10. Et systématiquement, donc, je me présente en 3 mots, parce que le but, c'est pas de leur raconter mon parcours, mais de leur partager plutôt ma vision. Mais je commence systématiquement par leur demander, est-ce que vous savez ce que fait l'équipe RH? Et je rebondis ensuite sur ce qu'ils savent de notre métier pour partager avec eux de façon toujours hyper ludique, parce que je pense qu'on apprend beaucoup plus par le jeu, partager avec eux l'ensemble de nos missions, que ce soit les questions de gouvernance, de vision, de valeurs, de culture, les questions d'organisation. Il y a toute cette partie qui est relativement invisible, que eux ne voient pas et qui sont pourtant hyper importants. Et j'insiste aussi sur le fait que la partie développement RH, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la partie qui nous passionne le plus, mais qu'on est pollué par des tâches administratives et par le respect de contraintes légales qui nous prennent beaucoup plus de temps qu'on aimerait. Donc on jongle un petit peu avec les deux, et pour moi c'est important que les équipes comprennent ça. Donc je le leur dis. C'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir sensibiliser autour du métier et peut-être ça a l'air de bien marcher tes petites formations auprès des collaborateurs par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure en off. Je trouve que c'est une belle expérience et ça peut aussi les inspirer dans leur quotidien, savoir pourquoi ils peuvent t'appeler, voilà, enfin vraiment plus du pratico-pratique. Maintenant, je vais peut-être voir sous un autre aspect, sous un autre angle, qui t'inspire, quelle femme t'inspire au quotidien? Je suis toujours un peu perplexe. J'ai pas un rôle modèle qui m'inspire, mais de plus en plus, je suis très inspirée par les femmes du quotidien en fait. Je vois à quel point être une femme et travailler, c'est dur. Être une femme et ne pas travailler, c'est dur, parce que s'occuper de ses enfants, c'est très dur aussi. Donc, toutes ces femmes du quotidien, enfin celles qui ont des enfants, celles qui en ont pas, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie révolution qui est en marche. Donc, on est en train de rabattre les cartes et je trouve ça très bien. Mais je trouve qu'être une femme est pas toujours facile, même si ça présente évidemment des avantages, mais je crois que celles qui m'inspirent, c'est celles qui sont porteuses de convictions, celles qui défendent des causes qui leur tiennent à cœur. Et oui, et je pense que c'est un peu madame, non pas monsieur et madame tout le monde pour le coup, mais c'est madame tout le monde. Ok. Et dernière question pour finir. Quel message souhaites-tu faire passer aux femmes RH d'aujourd'hui et de demain? C'est le message que j'aurais voulu qu'on me donne quand j'ai commencé à travailler. Ose et aie confiance. Et tout ça avec le sois-toi. Ce sont 3 choses qui m'ont manqué au début, où j'ai beaucoup tâtonné. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais le droit de me tromper, que j'avais le droit de pas savoir, et que RH, c'était pas une personnalité. C'est une fonction et que on a tous une façon d'incarner cette fonction. Donc, osez, ayez confiance et soyez vous-même. Et je pense que ça se passera bien. Eh ben, merci Lobna de nous avoir accueillis dans tes locaux et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, c'était pas simple. J'en conviens. Ben, merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.